Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va creuser un sujet vraiment clé dans le monde pro, les références commerciales. Bonjour Evelyne. Oui, un sujet essentiel. On s'appuie sur un document assez fouillé qui vient visiblement d'un milieu de réseautage assez structuré pour voir ce qui fait une bonne référence. Tout à fait. L'objectif, c'est de décortiquer ça. Qu'est-ce qu'une référence efficace? D'où elles viennent? Et puis, on verra qu'il y a différents profils pour les générer. Exactement. Chacun a son rôle. Bon, alors, on y va? Allons-y. C'est vrai que c'est fondamental aujourd'hui. Avec tout le bruit ambiant, une recommandation ciblée, ça change tout. Le document utilise des termes précis comme chapitre, bon, ça fait penser à un réseau spécifique. Oui, on voit le genre. Mais franchement, les idées derrière, elles sont universelles. C'est applicable partout où la confiance, le bouche à oreille, ça compte. Tout à fait. Alors commençons par la base, la définition. Qu'est-ce qu'une référence selon ce texte? Bah, c'est assez simple en apparence. Oui. C'est l'idée de créer une opportunité d'affaires, une vraie, pour quelqu'un de son réseau, Mhm. avec une personne extérieure qui a exprimé un besoin pour ses produits ou services. Ok, créer une opportunité. Mais il y a une nuance importante, non? Ah oui, capital. Le document insiste beaucoup là-dessus. C'est ça. Une référence, ce n'est pas juste une piste froide, un col de colle comme on dit. Voilà. Ça implique que la personne qui réfère, elle fait une vraie mise en relation. Elle est active dans le processus. Active. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste « tiens, appelle machin ». Non, pas du tout. L'intermédiaire, il n'est pas juste un passe-plat d'infos. Il facilite, il prépare le terrain, il donne de la légitimité au contact. Il construit un pont en quelque sorte. C'est exactement ça. Une intro chaude, pertinente, c'est là la valeur ajoutée. D'accord. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien les trouver, ces opportunités. Le document parle des sources. D'où est-ce qu'elles peuvent venir, ces fameuses référenceurs? Alors, il y a plusieurs niveaux, c'est assez bien décomposé. D'abord, le plus évident, le cercle proche. Les amis, la famille. Voilà, les amis, la famille, les voisins, même les coéquipiers si on fait du sport, les gens qu'on côtoie directement. Ok, logique. Ensuite, Ensuite, il y a ce qu'ils appellent la sphère de contact. la sphère de contact, qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est un peu moins intuitif, peut-être. Oui, c'est une bonne question. En gros, c'est l'ensemble des autres professionnels qui visent le même type de client que vous, Mhm. mais sans être concurrent direct. La clé, c'est de se demander, mon client idéal, il dépense son argent où en dehors de ce que moi je lui vends? Ah, d'accord. Par exemple? Ben, si vous êtes, disons, consultant en marketing digital, Oui. votre sphère, ça pourrait être des graphistes, des imprimeurs, des développeurs web, peut-être même des experts comptables qui conseillent les mêmes TPME. Ok, je vois. Des métiers complémentaires qui servent la même cible? Exactement. Pensez aux besoins connexes du client. C'est là qu'on trouve des synergies intéressantes pour des références croisées. C'est beaucoup plus clair. Et après cette sphère, Alors, le document monte encore d'un cran avec les équipes de pouvoir ou les alliances. équipe de pouvoir, ça sonne important. Oui, là, on est dans une collaboration plus poussée. Ce sont des professions qui bossent souvent ensemble sur les mêmes dossiers, avec un partage d'infos très fort. Ah oui, un exemple? Pensez à un architecte, un constructeur et un décorateur d'intérieur sur un même projet immobilier. D'accord, ils forment une sorte d'équipe naturelle. Voilà, ils sont plus que dans la même sphère, ils peuvent vraiment fonctionner comme des partenaires très intégrés. Et là, forcément, les références sont souvent très qualifiées. C'est une sorte de partenariat stratégique, quoi. Formel ou informel. Très puissants, j'imagine. Oui. Et enfin, le texte mentionne aussi des sources plus classiques, on va dire. Lesquels? Les fournisseurs, qui connaissent bien votre business, les clients satisfaits, évidemment. Les meilleurs ambassadeurs? Ah ça oui. Et puis, d'autres alliances commerciales, les clubs d'affaires, les chambres de commerce, les événements de networking. Le panel est large, en fait. C'est vrai. Mais il y a un truc qui m'a marqué dans le document, une stat un peu. Ah, je vois de laquelle vous parlez. Oui, celle qui dit que 50 à 60% des références qu'on reçoit pourraient venir de l'extérieur de notre réseau direct, de notre chapitre. Ça, c'est étonnant, hein? C'est très étonnant et ça fait réfléchir. Ça suggère plusieurs choses, en fait. Comme quoi? D'abord, que votre réputation, elle voyage bien au-delà de vos cercles immédiats. Une bonne recommandation, ça peut faire son chemin. Hmm. Et puis, surtout, ça montre qu'il ne faut pas rester dans sa bulle. Il faut cultiver des liens, être visible, au-delà de son groupe habituel. Les opportunités peuvent venir de partout, en fait. Des contacts de contacts. C'est ça.
Faut pas sous-estimer l'effet ricochet d'une bonne réputation. Ça donne envie d'élargir son horizon dual. Et ça nous amène directement à la façon dont on génère ces références. Le document propose une typologie assez sympa là-dessus. Oui, les 3 profils de référenceurs, c'est une partie que je trouve très parlante. L'idée, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de faire. On a chacun notre style, quoi. Exactement. Et ils identifient le collecteur, le semeur et le chasseur. Ok. Commençons par le premier, le collecteur. Recollecteur dans le texte. C'est qui, lui? Le collecteur, c'est le champion de l'écoute active. C'est l'observateur né. Mhm. Il est super fort pour capter les besoins qui sont exprimés clairement autour de lui. Dans une discussion, en réunion, même sur les réseaux. Il tend l'oreille. Oui, et il note. Mentalement ou parfois vraiment. Il connaît bien les compétences des gens de son réseau. Sa force, c'est de faire le lien parfait quand une demande précise émerge. Ah, vous cherchez ça? Je connais exactement la bonne personne. Fiable, méthodique. Très. Il est fiable, il est précis. Je l'imagine un peu comme le bibliothécaire des opportunités, tu vois. C'est une super image. Quelqu'un demande un livre sur un sujet précis et hop, il sait où le trouver dans ses fiches. C'est tout à fait ça. Il connecte un besoin clair à une solution qu'il a en stock dans son réseau. C'est essentiel. Ok. Et le deuxième profil, le semeur, Saint bras d'or. Lui, il fonctionne comment? Alors, le semeur, c'est une autre approche. Lui, son truc, c'est le long terme. Les relations publiques, la construction de réseaux. Ah, plus dans la durée? Oui. Il est excellent pour créer et entretenir un réseau large, diversifié. Il passe du temps à construire la confiance, la crédibilité, sans forcément attendre un retour immédiat. Il investit, en fait. Il investit dans les relations. Son but, c'est de cultiver un jardin relationnel, comme vous disiez pour le bibliothécaire. Un jardin fertile où les opportunités vont finir par pousser naturellement. C'est le jardinier relationnel. J'aime bien. C'est ça? Il prépare le terrain, il plante des graines de contact, il arrose. Et il sait que ça portera ses fruits. C'est moins transactionnel, plus patient. Voilà. Il y a une dimension de générosité et de patience. Il crée un écosystème favorable. Et il est souvent très apprécié pour ça, pour sa fiabilité sur la durée. D'accord. Et le troisième alors? Le chasseur. Cassador. Le nom est évocateur. Oui, le chasseur. Alors lui, il est décrit comme créatif, perspicace. Mhm. Son talent, c'est d'identifier ou même parfois de créer des opportunités de référence là où personne ne voit rien. Ah oui, comment ça? Il n'attend pas qu'on lui dise « j'ai besoin de ça ». Il est capable de voir des liens entre des choses qui n'ont rien à voir en apparence, d'anticiper un besoin qui n'est pas encore formulé. Il connecte les points. C'est ça. Il voit comment 2 personnes de son réseau pourraient gagner à se rencontrer, même si elles ne se connaissent pas et n'ont rien demandé. Il agit vite, souvent à l'intuition. Le détective d'opportunité. Il flaire les pistes, il fait des connexions inattendues. C'est un peu ça. Par exemple, il entend parler d'un projet dans une boîte, et paf, il pense à quelqu'un qui a pile la compétence qu'il faut, même si la boîte n'a pas encore lancé d'appel d'offres. Voilà. C'est ce genre de flair. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça paraisse un peu forcé, parfois, si on pousse des gens à se rencontrer sans qu'ils aient rien demandé? C'est une bonne remarque. Le chasseur doit avoir du flair, mais aussi du tact. C'est sûr. Oui, Son approche est plus directe, c'est vrai. Mais si son intuition est bonne, s'il y a une vraie valeur ajoutée pour les deux, ça peut être hyper puissant. Ça crée des opportunités uniques. faut juste pas se tromper. Exactement. Un bon chasseur, c'est surtout quelqu'un qui a une super vision d'ensemble et qui voit les potentiels cachés. Et il agit vite, parce que les opportunités, ça passe vite parfois. C'est fascinant, ces 3 styles. On se reconnaît forcément un peu dans l'un ou l'autre, ou un mix. Tout à fait. Ce sont des archétypes, pas des boîtes fermées. L'idée, c'est surtout de prendre conscience de comment on fonctionne naturellement. Et de voir ce qu'on pourrait piquer aux autres styles. Bah oui, Un collecteur pourrait essayer d'être un peu plus semeur en élargissant son réseau en amont. Un semeur pourrait s'entraîner à être plus chasseur en étant attentif aux signaux faibles. se connaître pour mieux interagir, en somme. Bon, alors, maintenant qu'on a vu les profils, passons au concret. J'ai repéré une opportunité, que je sois collecteur, semeur ou chasseur. Comment je fais pour que ça devienne une vraie référence utile? Le document donne une méthode en 6 étapes, c'est ça? Oui, c'est la partie mode d'emploi. 6 étapes pour maximiser les chances que ça marche. Alors, la première. D'abord, écouter et identifier. Il faut avoir capté un besoin, un problème, un désir chez quelqu'un.
qui n'est pas déjà dans le réseau de la personne qu'on veut aider. Logique. Étape 2. Mentionner la solution. Dire à la personne, tiens, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider avec ça, ou elle fait exactement ce genre de choses. Positionner la personne de son réseau comme la bonne réponse. Ok. Et ensuite? Étape 3, partager son expérience perso, si c'est possible. Si on l'a déjà bossé avec la personne qu'on réfère et qu'on était content. Ah oui. Le dire. Un petit témoignage direct. Je l'ai fait intervenir sur tel projet, c'était top. Ça donne une crédibilité énorme. C'est un vrai plus pour la confiance. Ça change tout par rapport à une simple suggestion. Ça devient une vraie recommandation. Absolument. Après, on passe à la logistique. Étape 4, l'échange des coordonnées. Important ça. Crucial. Donner les coordonnées complètes de la personne référée, nom, boîte, tel, mail, à celle qui a le besoin. Et, tout aussi important, récupérer les coordonnées de cette dernière pour les transmettre à notre contact. D'accord, dans les deux sens. Puis, étape 5. L'étape 5, c'est la demande de permission. Et ça, c'est souvent oublié, mais c'est fondamental. La permission, c'est-à-dire? Demander clairement à la personne qui a le besoin, est-ce que tu es d'accord pour que nom du contact t'appelle, t'envoie un mail dans les jours qui viennent? Obtenir ce oui, ce feu vert. Ah oui, d'accord. Et enfin, étape 6. Enregistrer la référence. Bon, le doc parle d'un outil spécifique, genre BNI Connect, Oui. mais l'idée générale, c'est de garder une trace, pour soi, pour le suivi, et aussi pour que le réseau puisse valoriser ses mises en relation. C'est une forme de reconnaissance. Je voudrais juste revenir sur l'étape 5, la permission. Pourquoi c'est si important? On pourrait se dire, si je mets deux personnes en contact, c'est bien intentionné, donc c'est bon, non? C'est une excellente question, parce que c'est là que beaucoup de références capotent ou créent de la gêne. Ah bon? Bah oui. Sans la permission explicite, la personne référée, même si elle dit « je viens de la part d'eux », elle appelle un peu à froid quand même, vu comme ça. La personne contactée peut être surprise, pas dispo, ou peut-être que son besoin a changé entre-temps. Alors que si elle a donné son accord, elle s'attend à l'appel. Ça transforme une potentielle intrusion en une conversation attendue. Ça rend l'approche beaucoup plus pro et respectueuse. Exactement. Ça respecte le temps, le consentement de l'autre, et ça donne bien plus de poids à l'intro. C'est la différence entre une référence tiède et une référence vraiment chaude. Ne pas faire cette étape, ça peut même abîmer la relation avec les deux personnes au final. C'est très clair. Une étape simple mais essentielle. Donc un processus qui a l'air simple, mais chaque détail compte pour que ça marche bien. Tout à fait. C'est un petit protocole, mais qui augmente vraiment les chances que ça débouche sur quelque chose d'utile. Une démarche structurée au service de l'efficacité. Bon, alors si on essaye de rassembler tout ça, on a vu ce qu'est une bonne référence d'Elch. Active, pas juste un nom. On a exploré les sources, y compris cette idée que beaucoup viennent d'assez loin. On a découvert les 3 profils, collecteur, semeur, chasseur, avec leurs forces, et puis les 6 étapes pratiques pour concrétiser. Ouais. Et si on prend un peu de recul, on voit que bien référer, c'est un mélange d'écoute, de bonne connaissance de son réseau, d'un peu de stratégie relationnelle et d'un processus un peu rigoureux. Un art presque. Un art, ou en tout cas une compétence qui se travaille. Comprendre tout ça, voir où on se situe, s'inspirer des autres profils, c'est ça qui permet de devenir vraiment précieux pour son entourage pro. Et au fond, pourquoi c'est important pour tous ceux qui nous écoutent? Parce que, qu'on soit dans un réseau formel ou pas du tout, Oui, peu importe. savoir bien aider les autres, leur ouvrir des portes de façon pertinente, c'est démultiplier sa propre valeur. Et souvent, aider les autres, c'est le meilleur moyen d'être aidé en retour, non? C'est le principe même du réseau sain, oui. Donner pour recevoir, mais donner intelligemment. C'est un levier énorme pour sa propre croissance, son business, et puis juste pour avoir des relations pro plus riches, plus solides. Savoir donner une bonne référence, c'est une compétence en or. Tout à fait d'accord. Notre exploration touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse assez dense des références commerciales. C'était passionnant de décortiquer ce document. Oui, merci à vous. Et peut-être une dernière petite question pour prolonger la réflexion. Allez-y. En repensant aux 3 profils, le collecteur méthodique, le semeur patient, le chasseur intuitif, lequel, là, spontanément, vous semble le plus proche de votre manière naturelle de faire? Bonne question. Et surtout, maintenant que vous avez les 3 en tête, est-ce qu'il y aurait un petit truc, un élément d'un autre style que vous pourriez consciemment essayer d'intégrer pour devenir encore plus complet dans votre façon de créer de la valeur autour de vous? Voilà une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.